Voilà. Donc, bonsoir. Voilà, nous sommes très heureux de vous retrouver. Vous êtes donc sur la radio Ivoire Info USC, la radio des Ivoiriens, la radio des Ivoiriens et amis de la Côte d'Ivoire, votre radio, une radio où nous nous retrouvons tous les jours pour échanger. Nous avons tous les thèmes, nous parlons de tous les thèmes pour parler de notre pays, la Côte d'Ivoire, une radio où il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de disons des censures, une radio où nous nous retrouvons pour mettre en évidence tout ce que nous avons ici, tout ce que nous partageons, mais aussi une radio qui nous permet de nous découvrir, de nous connaître les uns les autres, de connaître les activités des uns et des autres. Alors, comme vous le savez, nous avons ce soir notre invité, vous étiez là, pour ceux qui étaient là hier déjà, le ministre Gaoussou Touré, ministre des Transports, sera avec nous tout à l'heure. Il va nous parler de tout ce qui se fait dans le secteur des transports, toutes les réformes qui ont été, entreprises par le gouvernement du Premier ministre Kabla Ndekan. Et nous fera donc, ce bilan de l'activité gouvernementale dans ce secteur, mais aussi avec lui, nous verrons un peu qu'est-ce qui va se passer dans peu de temps. Nous essayerons de scruter avec lui les horizons. La Côte d'Ivoire s'achemine progressivement vers, le statut d'un pays émergent à l'horizon 2020. Est-ce que cela est possible? Nous verrons ce qui est fait dans le domaine du transport avec M. Gaoussou Touré, M. le ministre des Transports, qui est en mission ici aux États-Unis et donc qui nous fait l'honneur d'être avec nous, qui a le plaisir d'échanger avec la diaspora. Je voudrais donc vous saluer, vous êtes nombreux, ceux qui étaient là déjà. Je vois, la présence d'un confrère également, Germain Kwasi, que je voulais saluer au passage. Monsieur C.A. Robert également présent dans nos studios. Bonsoir Monsieur C.A. J'ai salué tout à l'heure Chef Brown, vous êtes nombreux. Monsieur Aboubaka également. Monsieur Soumaro est là. En tout cas, merci d'être avec nous. Merci Monsieur, je vous salue. Voilà, Monsieur Fatouré également. Tout le monde est là. Toute la diaspora est réunie. Voilà, oui Monsieur Diomandé. Voilà, nous avons notre invité en ligne. Nous allons donc recevoir Monsieur le ministre dans quelques petites secondes. Si vous me permettez, oui, je vais, avant de donner la parole au ministre, passer juste ce qui nous est cher ici, vous le savez bien, pour que tous les Ivoiriens sont là, ils comprennent. Si vous êtes prêts, vous me faites signe, je vais faire passer notre hymne. Pour signaler la présence d'un officiel dans notre studio, si vous permettez, et on va commencer. Oui, bien sûr. Bien sûr. L'hymne est en ce moment déjà en ligne, donc on va permettre au ministre de rentrer dans quelques secondes. Allez-y, M. Nabo. Je le mets. OK. Voilà. Voilà, c'est juste une reprise.
Voilà, à mes auditeurs, bonsoir. Bonsoir encore à M. Nabo. Ok. Oui, Monsieur Dumandé, bonsoir. En attendant que vous ne régliez un peu les détails techniques, je voudrais avec vous saluer les auditeurs. Et puis, faites-moi signe quand vous êtes prêts et nous accueillons donc Monsieur le ministre, Monsieur Gaussou Touré, ministre des Transports. Voilà. Oui, M. Nabo, nous sommes prêts. Bonsoir encore à vous, bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, comme vous l'avez annoncé, nous avons l'honneur de recevoir dans nos studios pour la deuxième fois consécutive Monsieur le ministre du Transport de la République de Côte d'Ivoire, M. Gaussou Touré. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, M. Dumandé. Voilà. Monsieur Nabo, oui, bonsoir, Monsieur le ministre. Voilà. Bonsoir, M. Nabo. Voilà, Monsieur le ministre, avec Monsieur Nabo, donc nous avons le réel plaisir de vous recevoir. Sur quoi nous avons prévu également Monsieur Germain Kouassi de la télévision ivoirienne au niveau de New York, qui sera associé aux deux animateurs, Monsieur Nabo de la radio de la diaspora Ivoire Info USA, pour changer avec vous. Alors, Monsieur Germain Kouassi devrait être donc observateur de l'entretien. Nous vous avons écouté hier. Alors, donc, avant de vous passer la parole, Monsieur le ministre, permettez que Monsieur Nabo vous introduise donc à nos auditeurs. Monsieur Nabo, vous avez la parole. Voilà, merci bien, Monsieur Dumandé. Amis auditeurs, vous avez entendu. Nous avons dans notre studio Monsieur Gaussou Touré, ministre des Transports du gouvernement du Premier ministre Kablan Denkan. C'est un monsieur qui est dans ce gouvernement, du premier gouvernement, comme je le disais tantôt, depuis juillet 2011. Nous allons parler de l'homme, nous avons essayé de faire découvrir l'homme. Monsieur Gaussou Touré est né le 1er janvier 1951 à Odiéné. Il est donc le ministre des Transports. Monsieur le ministre Gaussou Touré est un expert pluridisciplinaire qui, en plus d'une solide formation en économie, option gestion des entreprises, possède une solide expérience pratique dans plusieurs secteurs d'activité économique, à savoir l'agriculture, l'industrie, la distribution, l'élevage, le tourisme, la microfinance, les transports, les développements, le secteur privé, etc. La liste est longue. Mais qui est en réalité l'homme? Après un début de carrière comme fondé des pouvoirs à la Société Générale des Banques de Côte d'Ivoire, la SGBCI, de 1977 à 1980, M. Gaussou Touré crée en 1980 la Société Multiproduits, Société anonyme, première société de distribution du marchandise général dont il devient le directeur général en 1980. En 1992, M. Gaussou Touré crée le groupe Sodiro, Société pour le développement industriel de la région d'Odiéné, dont il devient le président directeur général. Il obtient cette même année, en 1992 donc, le prix Excellence European Market Research Center, EMRC, du meilleur entrepreneur ivoirien. Toujours en 1992, il crée la Caisse d'épargne et de crédit d'Odiéné, la SECO, dont il est le président. En 1994, il est nommé le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. En 1998, il obtient le prix Excellence de la République de Côte d'Ivoire du meilleur commerçant de l'année. En 2000, M. Gaussou Touré devient expert consultant
la noix de cajou et du riz. En 2003, il est nommé conseiller technique chargé du café cacao du ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Élu en 2004 président de l'Association pour le développement de la filière cajou africaine, ADEFICA, il sera nommé directeur du cabinet adjoint du ministre de l'Agriculture en 2010. Le 1er juin 2011, le président, son Excellence Alassane Ouattara, placera sa confiance en l'homme en le nommant ministre des Transports dans son premier gouvernement. Au chapitre des distinctions, M. Gaussou Touré est distingué à la dignité de commandeur du mérite national en 2003. Il est distingué également en 2005 à la dignité de commandeur du mérite agricole. M. Gaussou Touré est marié et père de 6 enfants. Voilà, M. Demandé, ce que nous pouvons dire de notre invité. Je vais lui donner l'occasion de s'adresser, disons, aux auditeurs et de dire en plus de la présentation que nous venons de faire de lui, s'il y a encore quelque chose qui peut ajouter. Monsieur le ministre. Merci. Je n'ai rien à ajouter. Je crois que vous avez fait une belle présentation. Je vous en remercie. D'accord. Merci bien, Monsieur le ministre. Voilà. Merci à Monsieur Nabo. Alors, donc, Monsieur le ministre, nous avons donc invité la diaspora ivoirienne ici aux États-Unis, une diaspora, j'allais dire, multiforme, multirégionale, multiethnique, pour écouter son ministre, justement, sur l'état des transports en Côte d'Ivoire. Et vous avez aussi demandé une ouverture générale sur, n'est-ce pas, l'activité gouvernementale. Alors, donc, nous allons vous permettre de nous dire déjà, en quelques minutes, qu'est-ce qu'on pourrait retenir en ce moment de la politique gouvernementale en matière de transport de façon générale, transport terrestre, maritime et aérien. Nous vous écoutons, Monsieur le ministre. Merci. Avant de parler des transports, je voudrais d'abord vous rappeler les missions à nous confier par son Excellence le Président de la République et le Premier ministre Daniel Kablan Denkan, qui n'est rien d'autre que la mise en œuvre et le suivi de la politique gouvernementale des transports. Et en résumé, cette mission porte essentiellement sur la modernisation des systèmes de transport. Bon, ceci dit, je m'en vais vous dire que nous avons trouvé le ministère des Transports dans un piteux état à la suite des différentes crises que nous avons connues. Le ministère lui-même ne disposait d'aucune statistique ni d'aucune structure capable de donner des informations rationnelles sur le secteur du transport. Et ensuite, l'ensemble des secteurs était en agonie, que ce soit au niveau ferroviaire, où les rails étaient totalement dégradés, comme au niveau aérien, où il y avait de gros problèmes. Ensuite, au niveau du transport routier, je n'en parle pas, parce que là, les problèmes sont très graves. Bon, au niveau maritime, c'est ce secteur où on peut dire que on a trouvé quand même un secteur moyen avec les différents ports et des actions à mener à ce niveau. Au niveau aérien, la Côte d'Ivoire était à moins de 480 000 passagers par an et il n'y avait que 9 compagnies qui desservaient Abidjan, la capitale, contre 27 compagnies aujourd'hui. Et en 2014, nous avons dépassé le million de passagers au niveau d'Abidjan. C'est dit que nous sommes sur la bonne voie au niveau du transport aérien. Bon, pour nous résumer rapidement, je dirais que aujourd'hui nous avons des grands projets parce que c'est pas la peine de passer le temps sur
ce que nous avons trouvé, ce qui intéresse les Ivoiriens aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire pour qu'effectivement on puisse faciliter les déplacements des Ivoiriens, tant au niveau national, sous-régional qu'au niveau mondial. Bon, je dirais qu'au niveau ferroviaire, nous avons des investissements très importants à réaliser. Et l'investissement le plus important, c'est le projet de train urbain qui va relier dans un premier temps Agnama à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny avec possibilité d'extension sur Grand Bassam. Et les travaux vont démarrer en mars 2015 pour s'achever en 2019. Les travaux seront réalisés par le consortium de sociétés qui est conduit par le groupe Bouygues et Donsan. Le coût du projet est de 650 milliards de francs CFA et va assurer un trafic moyen de 300 000 passagers jour. En dehors de ce projet, nous avons la réhabilitation du chemin de fer historique Abidjan-Ouagadougou-Kaya, long de 1210 km, et qui sera réalisé en 24 mois et qui sera livré en 2017 parce que les travaux vont commencer dès le début de 2015. Les travaux vont être réalisés par le groupe Bolloré pour un montant de 350 milliards de francs CFA. Et l'extension du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et jusqu'à Tambao, long de 250 km, s'achèvera en 2018. Le coût sera de 170 milliards de francs CFA. Les travaux permettront l'évacuation du minerai de manganèse de Tambao au Burkina Faso au port autonome d'Abidjan. Et les travaux seront réalisés par le groupe Timis. Toujours au niveau ferroviaire, nous avons au programme la construction du chemin de fer San Pedro-Mans, long de 540 km, et qui va être réalisé en 24 mois et qui va également démarrer en mars 2015. Les travaux vont être réalisés par le groupe Timis pour un montant de 350 milliards de francs CFA. Et ce chemin de fer est très important parce qu'il va permettre l'évacuation des minerais de fer des monts Gao et monts Klaoyo, où la Côte d'Ivoire dispose de plus de 1 milliard de réserves de fer au niveau de chaque localité. Donc, au total, sur le plan ferroviaire, il y a 1500 milliards d'investissements qui sont prévus actuellement au programme. Au niveau maritime, le programme le plus important, il s'agit vraiment de faire l'élargissement et l'approfondissement de la passe d'entrée du canal de Bridi pour permettre aux navires gros porteurs de pouvoir rentrer au port d'Abidjan. Si le port d'Abidjan aujourd'hui est le plus grand port d'Afrique de l'Ouest, au niveau investissement, le port depuis 10 ans n'a pas connu d'investissement important. Et nous commençons à être dépassés par des ports comme Lomé, Bénin, Pointe-Noire, au niveau de l'accueil des grands navires, parce que tous ces ports-là arrivent aujourd'hui à accueillir des navires de 50 000 tonnes. Donc il est important que ces investissements soient réalisés pour que effectivement nous puissions combler ces retards et faire de la place d'Abidjan l'un des meilleurs ports africains. C'est ça notre objectif. Toujours au niveau du port d'Abidjan, nous avons la construction du deuxième terminal à conteneurs qui va coûter environ 280 milliards de francs CFA. Nous avons également le remblai de 300 hectares au niveau du port d'Abidjan parce qu'aujourd'hui, nous n'avons aucun mètre carré disponible, alors que le président de la République, grâce aux différents voyages qu'il a pu faire dès son accession à la magistrature suprême, draine aujourd'hui un maximum d'investisseurs qui sont prêts et qui ont des projets clés en main
mais qu'on ne peut pas mettre en route du fait qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune place et ces industries doivent être installées dans le domaine portuaire. Donc, c'est important que ce remblai-là soit réalisé. Nous avons également en programme la création d'un terminal céréalier au port d'Abidjan pour un investissement de 30 milliards de francs CFA. Et toujours au niveau maritime, l'un des projets importants, c'est le développement du transport lagunaire. Nous avons déjà procédé à la libéralisation du secteur lagunaire parce que c'est la SOTRA qui avait l'exclusivité. Donc aujourd'hui, il y a 2 nouvelles sociétés qui feront leur apparition pour que très bientôt on puisse doter la lagune de bateaux-bus de dernière génération pour assurer le déplacement des Ivoiriens. Je m'en voudrais en terminant ce volet maritime sans dire que le 16 juin, nous avons lancé les travaux de la modernisation du port de pêche d'Abidjan pour un coût de 28 milliards de francs CFA. Au niveau de San Pedro, nous avons en projet la construction du 2e terminal à conteneurs et le remblai également de 150 hectares au niveau de San Pedro, la construction d'un terminal minéralier, parce qu'il s'agit de faire de San Pedro un port minéralier, parce que San Pedro est connu comme premier port de cacao au niveau mondial. Donc, il s'agit de renforcer les capacités pour qu'effectivement on puisse le faire. Et ensuite, il est prévu à San Pedro parce que on vient de découvrir du pétrole. Donc, il y a des installations portières, pétrolières qui vont être réalisées au niveau du port de San Pedro. Donc, c'est plus de 1500 milliards d'investissements qui seront réalisés. Et il s'agit de faire du port de San Pedro un pôle de développement, non seulement de l'arrière-pays au niveau des régions de la Côte d'Ivoire, mais aussi des pays de l'interland, pour qu'effectivement on puisse assurer un développement réel des activités, parce que ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les pays voisins puissent profiter au maximum du développement que nous avons aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire. Au niveau du secteur aérien, le projet le plus important, il s'agit de créer une ville futuriste autour de l'aéroport d'Abidjan sur 3700 hectares et qui va permettre plus de 1000 milliards d'investissements à réaliser par le secteur privé et par la réalisation de commerce, de centres d'exposition, de centres logistiques, d'habitation de luxe et de tout ce qu'il faut pour que effectivement on puisse disposer au niveau de la plateforme aéroportière tout ce qu'il faut pour assurer les voyages dans d'excellentes conditions à l'ensemble des Ivoiriens. Donc ensuite nous avons le démarrage des travaux de modernisation de l'aérogare de fret, dont les travaux ont été lancés en février 2014 par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et là aussi, le coût des investissements est de 22 milliards de francs CFA. Très bientôt, c'est-à-dire en août, nous allons lancer l'appel d'offres pour la construction de l'aéroport international de San Pedro et de sur 1700 hectares pour un coût global de 160 milliards en ce qui concerne la construction de l'aéroport international. Et il est prévu, comme à Abidjan, 500 milliards d'investissements à réaliser par le secteur privé. La différence entre l'aérocité de Abidjan et l'aérocité de San Pedro, c'est que l'aérocité de San Pedro sera tournée vers le tourisme, en vue d'exploiter les immenses potentialités que nous avons avec les belles plaines que nous avons à San Pedro qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Donc il s'agit également d'assurer, toujours au niveau aérien, la réhabilitation des aéroports de l'intérieur du pays pour assurer les vols domestiques de Air Côte d'Ivoire dès octobre 2014.
Et c'est le lieu de féliciter les dirigeants de Air Côte d'Ivoire qui, en un an et demi seulement, ont réussi à imposer notre compagnie nationale comme l'une des premières compagnies qui desservent aujourd'hui les différentes capitales africaines. Donc, c'est le lieu aussi de dire qu'au niveau aérien, et je sais que ça intéresse toute la diaspora, la politique que nous avons aujourd'hui, c'est une politique à ciel ouvert pour permettre à l'ensemble des compagnies qui veulent venir à Abidjan de pouvoir le faire dans d'excellentes conditions. Et c'est ce qui nous a permis de passer de 9 compagnies à 27 compagnies aujourd'hui au niveau d'Abidjan. Et donc, dont certaines compagnies ont permis de baisser les coûts pour les Ivoiriens qui veulent se rendre aujourd'hui des États-Unis ou de la France en Côte d'Ivoire. Nous avons également accueilli le premier vol de la A380 à Abidjan et dès octobre, nous aurons des vols réguliers entre Paris et Abidjan en 304 heures que nous allons procéder à certains aménagements pour que effectivement ce travail-là puisse se faire vraiment dans d'excellentes conditions. Il est important aussi de souligner que l'un des objectifs que nous avons, c'est d'assurer la certification de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour qu'on puisse organiser des vols directs des États-Unis sur Abidjan. Et aujourd'hui, je me réjouis d'informer l'ensemble de la communauté que nous sommes en très bonne voie parce que nous avons réussi avec succès les audits des l'UEMOA et les audits de l'OACI au niveau de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire. Et le volet qui nous reste maintenant, c'est de faire que les autorités américaines puissent accorder la catégorie 1 à notre aviation, notre autorité de l'aviation nationale, qui est l'ANAC. Donc, c'est dit, nous pouvons vraiment espérer réaliser cette certification-là avant la fin de l'année 2014. Au niveau du secteur routier, c'est au niveau de ce secteur que nous avons le plus de problèmes parce que c'est un secteur qui évolue dans l'informel, le désordre, l'anarchie totale et la violence, avec une forte amplification du racket et de la corruption, un mauvais traitement et une humiliation des usagers qui sont obligés de se lever à 4 heures du matin pour venir faire la queue et qui sont vraiment à la merci d'agents indélicats qui dictaient leurs lois autour des guichets. Donc, c'est pour résoudre ces problèmes que nous avons fait une réforme et qui va permettre réellement de faire en sorte que les Ivoiriens puissent disposer des documents sans qu'ils soient obligés de faire la queue et que au maximum, dans un délai de 30 minutes, que les Ivoiriens puissent avoir les documents. Ensuite, nous allons réviser l'ensemble des textes pour que le transport revienne réellement aux transporteurs et assurer la professionnalisation des acteurs du transport et élaborer et mettre en place la politique de sécurité routière parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays indexé comme un pays où il y a un maximum d'accidents de la route qui sont devenus vraiment un véritable fléau national. Donc, le gouvernement ne pouvait pas rester les bras croisés. Il fallait vraiment que des dispositions soient prises pour qu'effectivement on puisse assurer la sécurité des Ivoiriens, tant au niveau des gares routières que sur nos routes. Nous avons également la plus grande gare routière d'Afrique de l'Ouest que nous allons créer à Djamé et nous allons mettre en place aussi un parc des gros camions qui causent beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les différentes rues, notamment autour du port d'Abidjan. Donc pour nous, c'est essentiel qu'effectivement
au niveau du transport, on puisse disposer d'infrastructures modernes et fonctionnelles de transport, tant à Abidjan que dans les différents chefs-lieux de district, pour que effectivement nous puissions avoir un nouveau visage des transports. Bon, enfin, je dirais qu'aujourd'hui, la circulation est presque impossible au niveau d'Abidjan, avec des pertes importantes aussi bien pour les citoyens que pour l'État du Côte d'Ivoire. Et nous pensons qu'avec les grands projets que nous allons mettre en route, ce problème-là sera un problème résolu par la mise en place d'un système multimodal de transport combinant le transport routier que nous allons redynamiser en renforçant les capacités de la SOTRA et en faisant le renouvellement du parc automobile. Ensuite, il s'agira du train urbain dont je vous ai parlé et du transport ordinaire pour que effectivement les embouteillages soient un vieux souvenir dans un délai maximum de 4 ans. Au total, toutes les réformes que nous sommes en train de faire aujourd'hui au niveau du transport, il s'agit de faire en sorte que ce secteur tourne le dos au désordre, à la violence, aux raquettes et à tous les vilains mots qui le caractérisaient pour s'inscrire résolument dans la modernité, la transparence, tout en offrant au ministère des Transports les moyens techniques pour assurer pleinement sa mission de contrôle, de suivi et de sanction de l'ensemble des acteurs du secteur. Donc, c'est environ 5 000 milliards d'investissements qui sont prévus dans ce secteur. Et je peux vous dire que le secteur, le département du transport est un département qui jouera un rôle de premier plan dans le processus de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Je m'excuse d'avoir été long, mais je pense que c'était très important qu'on puisse informer les Ivoiriens sur tout ce qui se prépare au niveau de cet important secteur qui jusqu'à présent était un secteur délaissé. Non, pas du tout, Monsieur le ministre, vous n'aviez pas été long. Nous attendions justement un exposé qui allait couvrir, n'est-ce pas, les 3 secteurs. Avant de passer à M. Nabo, j'allais vous demander rapidement, quand vous parlez de catégorie 1, Monsieur le ministre, attendu donc avant fin 2014, est-ce que c'est de cette catégorie dont on parle pour que la diaspora ait finalement, à partir des États-Unis, le vote direct sur Abidjan? Affirmatif. D'accord. Affirmatif. La catégorie 1, bon, c'est un classement que les États-Unis font au niveau des aéroports au niveau mondial. Donc, il faut qu'on soit certifié à ce niveau-là pour qu'effectivement on puisse démarrer les vols. Bon, donc, une fois que l'ANAC sera classée en catégorie 1, ce qui nous restera, c'est vraiment d'avoir une compagnie qui acceptera de desservir. Et là-dessus, nous avons déjà de très bonnes propositions. Et je pense que le problème clé aujourd'hui, c'est vraiment d'obtenir la catégorie 1. D'accord. Merci, Monsieur le ministre. Je voulais vous rappeler que nous avons une quarantaine de minutes à échanger donc avec vous et ensuite les auditeurs pourront échanger avec vous pour environ 50 minutes et puis bon, vous aurez les 10 à 15 dernières minutes pour vos conclusions et vos mots de fait. Monsieur Nabo, allez-y. Voilà, merci Monsieur Dumondé. Voilà, je voulais dire merci à Monsieur le ministre pour cette présentation qui d'entrée nous fait, je dirais, rêver de cette émergence à l'horizon 2020, parce que tout ce qui vient d'être dit avec la modernisation du secteur routier, l'entrée en ligne de l'aspect ferroviaire qui va aider nos populations. On se dirait que nous sommes partis effectivement pour l'émergence à l'horizon 2000. Mais Monsieur le ministre, dans le même temps, je m'en vais vous dire que lorsqu'on voit, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on ne pourrait pas assimiler cela à, disons, une équipe de football dont le classement sur papier fait rêver et qui, dans le fond,
sur le stade et en début, qu'est-ce que vous avez à réagir? Ce que j'ai à réagir, c'est dire que c'est du complet, parce que effectivement, si ce projet-là été réalisé sur le budget de la Côte d'Ivoire, j'allais être parfaitement d'accord avec vous. Mais c'est la raison pour laquelle 90% des projets que nous avons, ce sont des projets qui seront financés en BOT par le secteur privé. Parce que notre politique aujourd'hui, c'est de ne pas endetter lourdement la Côte d'Ivoire. Donc, tout en réalisant les infrastructures qu'il faut pour que effectivement la Côte d'Ivoire soit un pays émergent, nous prenons soin de faire en sorte que tout ce qui peut être réalisé par le secteur privé soit financé par le secteur privé, de telle sorte que les concours accordés par les institutions de Bretton Woods, à savoir la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et autres, servent vraiment au secteur comme l'éducation, la santé et le social, où on a du mal à construire des projets BOT, ce qui n'est pas le cas pour le secteur des transports. Donc aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle au niveau de chaque projet, non seulement on vous a donné les coûts, mais en plus, on vous a dit les investisseurs avec lesquels nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour que effectivement ces projets puissent voir le jour. Où on vous a donné les dates auxquelles nous allons lancer les appels d'offres pour que effectivement on puisse démarrer le plus rapidement possible ces actions. Bon, depuis la prise de fonction, nous avons travaillé activement sur ces dossiers, mais 2015 va nous permettre de lancer ou vraiment de sortir du carton ces différents projets pour que le commun du mortel puisse savoir que ce n'est pas des vains mots, mais c'est des réalités. Parce que c'est ça aussi le président Alassane Ouattara, qui ne prend pas d'engagement en l'air. Oui, alors bien sûr, bien sûr. Alors, quand on regarde de près au niveau justement du secteur routier, la Côte d'Ivoire a environ, je dirais, 82 000 kilomètres de route, dont seulement 6 500 sont bitumés. Alors, pour quand même parvenir à ce succès-là de ce secteur routier, on a quand même besoin des routes qui sont bitumées. Si vous faites la balance de 82 000 à 6 500, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Est-ce que les investissements qui sont prévus dans ce secteur tiennent compte également de cette différence de bitumage du réseau routier? Affirmatif. Je ne suis pas en charge du secteur routier, mais comme je l'ai dit hier, nous avons une solidarité gouvernementale qui nous permet d'être informés sur l'ensemble des projets et donc de porter l'information partout où les différents ministres se trouvent. Donc effectivement, l'ambition que nous avons aujourd'hui, c'est de bitumer toutes les principales routes de la Côte d'Ivoire et surtout de créer des autoroutes au maximum. Donc en commençant par Abidjan, parce que il y a l'autoroute qui rejoint déjà Yamoussoukro, mais en plus de ça, nous aurons une autoroute qui va relier Abidjan, Dabou, Songon, et ensuite nous aurons l'autoroute Bassam, Abidjan qui a déjà démarré et qui va continuer jusqu'à la frontière, et on a un autre projet avec les pays de la CEDEAO, c'est de faire l'autoroute jusqu'à Lagos. Donc, et nous avons un autre projet que nous étudions aussi avec nos frères du Burkina Faso pour qu'effectivement on puisse relier Abidjan à Ouaga par autoroute. Et d'ores et déjà, le projet de prolongement de l'autoroute jusqu'à Boaké est déjà bouclé. Et les travaux doivent démarrer très bientôt pour que effectivement l'autoroute puisse continuer jusqu'à Yamoussoukro, jusqu'à Boaké. C'est le lieu également de vous indiquer que la nouvelle politique va partir vraiment sur la mise en place du péage. Parce que effectivement, les routes qui sont faites aujourd'hui, c'est sur des financements classiques.
Alors que si nous voulons disposer de beaucoup d'autoroutes et beaucoup de routes bitumées, il nous faut avoir recours au péage pour que le secteur privé puisse assurer des financements à ce niveau-là. Et c'est ce qui va nous permettre effectivement d'aller plus vite et d'atteindre l'émergence, parce que la route aussi est un élément clé de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Et je sais qu'au départ, ça n'a pas été facile parce que les uns et les autres trouvaient que les montants que nous avons fixés au niveau du péage étaient des montants très élevés. Mais avec les discussions et tout ce que nous avons pu faire, notamment avec les transporteurs, les uns et les autres ont compris. Et vous m'offrez l'occasion de dire que ce que nous demandons aujourd'hui, 10 000 francs pour aller à Yamoussoukro, au niveau des gros camions. Les gros camions chargent 35 tonnes, c'est 35 000 kilos. Donc, si on demande pour 35 000 kilos de payer 10 000, ça veut dire qu'on prend moins d'un franc CFA par kilogramme. On ne peut pas faire mieux. Et donc, ça, c'est vraiment aussi aux différentes discussions. Sinon, ce n'était pas les prix qu'on devait afficher. Mais comme c'était le premier tronçon, il fallait le faire. Mais les tronçons qui seront faits vont coûter beaucoup plus cher. Et on n'a pas le choix. Si nous voulons vraiment qu'il y ait des autoroutes et le maximum de routes bitumées comme les Ivoiriens le demandent aujourd'hui, il faut que le secteur privé soit impliqué. Et si on implique le secteur privé, il faut que le secteur privé trouve son compte, sache comment est-ce qu'il va récupérer son argent, et à partir de quel moment et tout. Et si on n'a pas ça, on ne peut pas, le secteur privé ne peut pas être intéressé à réaliser des actions. D'accord. Merci bien, M. Navo. Merci, M. le ministre. On va peut-être essayer de réduire d'être un peu court au niveau des réponses. M. le ministre, vous avez beaucoup d'Ivoiriens qui attendent. Alors, j'allais vous interpeller un peu, M. le ministre, sur la question de M. Navo concernant donc la collaboration gouvernementale pour vous amener sur un terrain de l'actualité avec ces milliards investis donc dans le transport, surtout dans le transport terrien. L'actualité nous montre aujourd'hui, Monsieur le ministre, que le pays, en tout cas pour ce qui concerne Abidjan, est quand même pris en otage par ces inondations. Quels sont les rapports que vous avez avec, je ne sais pas quel est le ministère qui s'en occupe, travaux publics ou bien infrastructures? Les infrastructures économiques, je crois bien, oui. La construction, le ministère de la... Quels sont les rapports que vous avez donc avec ce département-là pour permettre justement le déplacement, n'est-ce pas, des hommes et des biens aujourd'hui dans notre capitale, Monsieur le ministre? Nous avons un seul gouvernement, c'est ce que je vous ai dit, et l'ensemble des ministres aujourd'hui ont l'avantage, chacun présente son programme gouvernemental pour ce qu'il a réalisé sur les 5 ans et ce qu'il va réaliser chaque année. Donc, ça nous permet d'être informés sur tout ce que nos collègues vont faire et les dispositions qui sont prises. Et les séances du Conseil des ministres aussi nous permettent de prendre ensemble les décisions. Donc, quand les décisions sont prises, ce n'est pas un seul ministre qui est engagé, mais c'est l'ensemble du gouvernement. C'est la raison pour laquelle on est à l'aise de pouvoir vous parler. C'est vrai, effectivement, c'est un problème que nous avons aujourd'hui. Mais ce qu'on peut constater, c'est que Abidjan, par exemple, au mois de juin, recevait en moyenne 600 mm de pluie par an. Rien que cette année, avant que moi je ne quitte Abidjan, on avait déjà environ 1300 mm, c'est-à-dire plus de 2 fois de pluie qui était tombée déjà sur Abidjan. Donc, ce qui a fait que nous avons été totalement débordés et il y a eu des inondations, surtout par le fait que d'abord, il y a certains qui ont construit sur certaines canalisations et tout, et puis, bon, il y a des travaux qui étaient en cours qui n'étaient pas achevés, notamment au niveau de l'Indénier et tout, qui ont posé problème à ce niveau et tout, mais aujourd'hui, le gouvernement a pris ses responsabilités pour qu'effectivement, on puisse aider, d'abord déguerpir tous ceux qui sont sur les zones à risque, pour ne pas que nous déplorons encore
des morts supplémentaires, mais ensuite déboucher tous les caniveaux et prendre des dispositions pour que effectivement toutes les constructions qui ont été faites sur les différents canaux, que effectivement on puisse détruire ces constructions pour que l'eau puisse passer normalement et qu'on évite des inondations aux Ivoiriens. Donc toutes ces actions ont été prises. Bon, le gouvernement est venu en aide aussi pour prendre les frais funéraires pour malheureusement les décès que nous avons connus, et ensuite assurer le déguerpissement de ceux qui sont dans les zones à risque en prenant en charge les frais de déménagement. Donc toutes ces mesures-là ont été prises au niveau du gouvernement pour qu'effectivement on puisse résoudre ce problème. Bon, disons qu'il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui connaît ces problèmes, et même les pays les plus développés, aux États-Unis, ici où nous sommes, chaque année il y a des inondations dans chaque région. Et les gouvernements réagissent comme ce que nous avons fait. Donc c'est des phénomènes naturels et on est toujours exposé à ces risques. Oui, monsieur le ministre, au-delà donc des phénomènes naturels, on nous dit qu'il y a eu des permis de construire qui ont été donnés à tort et à travers par des irresponsables. Est-ce que vous pouvez confirmer cela, qui serait donc à la base de toutes ces maisons qui tombent sur des gens et souvent c'est sur des sites même où on ne devrait pas construire? Est-ce que voilà, ok. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Nabo, vous voulez réagir avant que nous passions à notre frère de la télévision? Oui, bien sûr. Hein, les préoccupations sont nombreuses. Hein, on va donner l'occasion tout à l'heure au confrère Germain d'intervenir. Je voudrais, avec le ministre, revenir sur certainement cette nouvelle structure qui vient de voir le jour. Je veux faire allusion au centre de gestion intégré, la CGI, et également, vous l'avez inauguré il n'y a pas très longtemps. On sait ce que cela va faire dans la révolution du transport, du secteur du transport. Mais il y a également cet aspect du nouveau permis de conduire qui est également en ligne, pour lequel on pourrait s'interroger à quand est-ce que les anciens permis, si on peut les appeler ainsi, vont cesser d'être en circulation. Merci. Effectivement, comme j'ai dit, il fallait moderniser le secteur des transports. C'est pour cela que nous avons créé une base de données au niveau du ministère des Transports qui prend en compte l'ensemble des activités et qui permet aujourd'hui d'intégrer l'ensemble des opérations pour que effectivement nous ayons des statistiques fiables et que le ministère puisse contrôler l'ensemble des opérations pour réduire les fraudes et tous les vilains mots que nous avons eu à décrire tout à l'heure, sur lesquels je ne reviendrai pas. Bon, pour nous, c'était très important parce que comme le taux d'accident est élevé aujourd'hui, il fallait prendre des dispositions pour que, effectivement, notamment au niveau du permis de conduire, que nous ayons une distinction entre le permis promenade et affaires et les autres permis, et que les auto-écoles où les gens font les formations soient équipés, répondent aux normes, et pour que effectivement le permis ne soit pas acheté comme on le constatait avant. Donc aujourd'hui, avec le nouveau centre qui vient d'être inauguré, fini, les candidats qui peuvent avoir le permis sans faire un jour à l'auto-école. Donc, dès que vous rentrez à l'auto-école, automatiquement, vous êtes signalé au niveau du centre et vous êtes suivi du début jusqu'à la fin pour qu'effectivement, on puisse voir. Et quand vous venez aussi, que vous donnez vos documents, que le permis est édité, automatiquement, vous devez rentrer avec le permis. Si on ne vous donne pas votre permis, 2 jours après, ça sort dans les anomalies. Donc, on interroge l'agent. Les agents ne peuvent plus conserver les documents sur eux comme ça se faisait par le passé, jusqu'à ce que les gens payent de l'argent avant qu'on puisse leur remettre les documents. Donc, pour nous, il s'agit de faire une proportionnalisation. Le permis catégorie C et D,
il aura maintenant une formation beaucoup plus poussée, notamment des cours d'instruction civique. Parce que les chauffeurs des cars, c'est des gens qui ont la vie de 70 personnes en main, mais qui ne se rendent pas compte qu'ils ont une grande responsabilité. Donc c'est à l'auto-école qu'on doit leur inculquer cette éducation pour qu'ils prennent conscience et qu'ils sachent qu'ils sont des opérateurs économiques à part entière et des opérateurs économiques importants. Parce que la vie est le bien le plus cher. Donc si les agents et les voyageurs confient leur vie, que l'État lui-même et que le transporteur confie les passagers aux chauffeurs, il a une responsabilité importante et il doit faire en sorte qu'il puisse placer les agents d'un point à l'autre sans qu'il ne fasse d'accident. Cela est important et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une catégorisation du permis à conduire. Bon, et il y a certains qui disaient aussi que, bon, puisqu'on a plusieurs catégories, il fallait qu'on passe d'abord la catégorie A, qui est les motos, et ensuite les catégories B, C et D. Donc, les coûts vont être augmentés, ce qui n'est pas juste également, qui est faux. Voilà, donc le candidat a le choix. Quand il arrive, bon, pour quelqu'un qui ne va pas conduire de gros camions et autres et tout ça, ça ne sert à rien de passer un permis C et D, où il passera beaucoup plus de temps et qui coûte un peu plus cher que le permis B qui sert de promenade et affaires. Donc, tous ces choix-là sont vraiment à la portée des différents candidats aujourd'hui pour que les opérations puissent se passer dans de très bonnes conditions. Bon, et toutes les salles aussi sont équipées de vidéosurveillance pour qu'effectivement, on puisse réduire la corruption à sa plus simple expression. D'accord. Merci, Monsieur le ministre. À ce niveau donc de ce débat, nous allons nous tourner vers notre observateur qui est donc sur le plateau avec nous, qui est de la télévision ivoirienne de la diaspora, Ivoire TV. Bonsoir, cher frère. Vous avez le ministre, M. Germain Kwasi, allez-y. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonne arrivée encore une fois de plus aux États-Unis. Bonsoir, M. Germain. La question que je voudrais vous poser s'attelle beaucoup plus, comme je l'avais dit hier, au système de péage en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens ont été suffisamment sensibilisés et informés par rapport au système de péage qui a soulevé beaucoup de courroux sur les médias sociaux? Et, Monsieur le ministre, quel est aujourd'hui votre rapport dans ce système? À quel niveau intervient votre ministère? Et surtout que vous êtes du ministère des Transports, le premier responsable du ministère des Transports en Côte d'Ivoire. Merci. Bon, je crois que je viens de développer ce point. Bon, parce que j'ai dit que le péage ne dépend pas du ministère des Transports, mais le péage dépend du ministère des Infrastructures. Mais en tant que ministre du gouvernement, je suis responsable parce que l'action gouvernementale engage l'ensemble des ministres. C'est la raison pour laquelle j'ai donné, et nous avons fait suffisamment d'informations pour que les uns et les autres comprennent. Mais vous savez, quand il s'agit si c'était des subventions que l'État accordait, les gens allaient trouver que les montants sont très faibles et qu'il faut augmenter. Mais comme il s'agit de payer l'argent, mais tout le monde se plaint. Mais après, on comprend, parce que même ceux qui se plaignent aujourd'hui sont contents d'avoir des routes où on peut rouler facilement, y compris les transporteurs. C'est ce que je venais de vous dire en prenant le cas des gros camions. C'est pareil pour les cas, parce que Yamoussoukro Abidjan, par exemple, coûtait 8 000 francs avant, et les transporteurs ne pouvaient faire au maximum qu'un voyage par jour. Mais il y a des transporteurs qui font 3-4 voyages aujourd'hui par jour. Sur l'axe, et ils ont réduit les coûts pour passer de 8 000 à 5 000. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur demande? Ce qu'on leur demande, c'est environ 100 francs par passager, 125 francs par passager. Eux-mêmes ont réduit de 8 000, c'est-à-dire 3 000 francs. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un qui est prêt à réduire de 3 000 francs ne peut pas payer 100 francs par passager.
alors que lui-même, sans même l'État, a réduit le transport de 3 000 francs. Donc, ces explications ont été données. Bon, c'est normal, hein, lorsqu'il s'agit de payer de l'argent que les uns et les autres se plaignent, mais au finish, là, on est tous d'accord qu'il faut mettre en place des infrastructures autoroutières dignes de la Côte d'Ivoire pour que l'émergence que nous voulons en 2020, on puisse l'atteindre. On ne pourra pas l'atteindre si nous devons compter sur les financements uniques classiques de l'État. Il faut que le secteur privé soit intégré pour qu'effectivement on puisse le faire. Et nous prendrons nos responsabilités pour qu'effectivement les autoroutes qui doivent être à péage, qui doivent être construites, soient construites. Et tous les pays du monde sont engagés sur cette voie aujourd'hui. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble du monde. Donc la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre de se mettre en retrait par rapport à ces développements qu'on voit partout aujourd'hui, en disant qu'il ne faut pas mettre des systèmes de péage en place. Ce n'est plus un luxe, mais c'est vraiment une nécessité aujourd'hui qu'on trouve dans toutes les économies au niveau mondial. D'accord. Avant la deuxième question de M. Germain Kwasi, pour cette question sur le péage, à ce niveau, on pense que le gouvernement a touché un peu trop fort. Est-ce que vous aviez pensé, Monsieur le ministre, à faire un prix progressif, un prix d'abord dérisoire et puis ensuite petit à petit monter? Est-ce que vous avez pensé à ce niveau? Mais c'est ce que je vous dis. Le prix que le gouvernement avait fixé, c'est le double de ce que nous avons affiché aujourd'hui. Ça, c'est le minimum qui permet que l'entretien. Mais on n'a pas pris en compte la construction de nouvelles autoroutes. Et il est important que nous prenions cela en compte. Vous qui êtes dans les pays développés ici, vous voyez qu'on paye partout les autoroutes. Absolument. Voilà. Monsieur Germain Kwasi, nous allons vous permettre une deuxième question. Avant de passer aux auditeurs, nous avons atteint l'heure de passer aux auditeurs. Allez-y, chers confrères. Allô? Allô, oui. Oui, monsieur Germain Kwasi, vous êtes là? Ok, je pense que nous avons perdu notre confrère de Ivoire TV. Alors, sur ce, M. Dabo, nous allons nous tourner vers nos auditeurs qui sont assez nombreux. Alors, nous allons panacher entre les membres du panel qui sont des soutiens réels, n'est-ce pas, de cette radio et tous nos invités qui sont en ligne. Nous allons commencer par M. Silla, donc membre du panel. Bonsoir, chers frères, comment allez-vous? Vous avez M. le ministre en ligne. Hein? Bonsoir, M. Djoumadé. Voilà, bonsoir M. Silla, vous nous appelez de l'État de New York, c'est ça, allez-y. Bonsoir monsieur le ministre. Merci bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir M. Silla. Bonsoir M. Nabo. Merci monsieur le ministre de l'opportunité que vous nous offrez en ce mois de Dieu. J'ai trois petites questions à vous poser. La première question, monsieur le ministre, à quand l'avènement d'une compagnie multinationale à l'image de la défunte Air Afrique, est-ce qu'avec vos pairs de la sous-région, vous en discutez? Si on peut avoir une nouvelle compagnie Air Afrique, c'est la première question. Maintenant, la deuxième, il y a quelques mois, la réhabilitation des aéroports de l'intérieur, c'est-à-dire San Pedro, Boaké, Odjene, Korogo, Bondoukou. Monsieur le ministre, je voudrais savoir si l'appel d'offres a été lancé pour la réhabilitation de ces aéroports-là. Sinon, comment participer à l'appel d'offres? Nous, les hommes de la diaspora, comment nous pouvons participer à l'appel d'offres pour la réhabilitation des aéroports de l'intérieur? Monsieur Tata, nous allons nous limiter à deux questions, s'il vous plaît, avec permettez-lui de poser sa troisième question. Je vous en prie. Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que le train urbain va créer plus de désagréments dans la ville d'Abidjan? Quand on sait que le train urbain est fait à l'image des tramways qui ont disparu de toutes les grandes capitales du monde, monsieur le ministre, ne pensez-vous pas qu'il serait mieux de sursoir à ce projet de tramway en réfléchissant mieux, c'est-à-dire tout en nous envoyant un peu le métro qui s'adapte non seulement au temps, mais à la démographie de la ville? C'est la troisième question. Merci, monsieur le ministre.
Merci. Voilà. Monsieur le ministre, vous avez 3 questions. Juste après, M. Silla, nous allons prendre maintenant 2 auditeurs en même temps pour vous permettre de prendre note sur les questions et répondre de façon focus. Voilà. Allez-y. Oui, monsieur Demandé, je voudrais, avant l'intervention du ministre, demander aux auditeurs, je voudrais les prier de poser une question ils sont très nombreux et nous voulons donner peut-être la chance à plus d'une personne d'intervenir. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de poser une seule question par personne, par intervention, et ça serait meilleur. Allez-y, monsieur le ministre. Merci, M. Dabo. Et vous pouvez toujours revenir si monsieur le ministre a encore un peu de temps. Merci, M. Dabo. Oui, allez-y, voilà. Monsieur le ministre, je pense que vous avez les 3 questions de M. Silla sur votre liste. Oui. Mais comme vous avez dit, comme il y a suffisamment de questions, mais moi je pense qu'on gagnerait du temps en laissant la parole aux gens pour qu'ils posent les différentes questions et qu'ensuite on puisse balayer ces questions-là ensemble pour donner satisfaction à un maximum de personnes. D'accord. Donc nous allons prendre 2 auditeurs. Ça vous va, monsieur le ministre? Ça me va parfaitement. Voilà. Nous avons un aîné qui est en ligne depuis donc l'État de Missouri, c'est ça? Bonsoir, chef Brown. Bonsoir. Voilà. Vous avez monsieur le ministre en ligne. En tout cas, je suis très heureux, monsieur le ministre. Je me présente, je suis Benoît Brown, je suis le promoteur du village touristique d'Élite Boulet, qui aujourd'hui a été rasé pour donner place à l'extension du port d'Abidjan. Je vous ai écouté, mais vous n'avez pas mentionné ce gros projet qui a fait vraiment un grand bruit et qui devait faire du port d'Abidjan un nouveau hub portuaire et de faire de l'île Boulet, du cordon littoral, un Dubaï ivoirien. Je ne sais pas si je frappe à la bonne porte parce qu'à l'époque, c'était le Bennett qui s'occupait de ce projet-là. Et comme vous vous occupez du port, j'espère que ce projet-là rentre dans votre portefeuille. Et je voulais savoir si ce projet est toujours vraiment... ce projet-là est toujours en vue. Et j'aimerais savoir à quel niveau ça se situe présentement. À l'époque, moi-même, avec ce projet, je n'ai pas été bien dédommagé par l'État de Côte d'Ivoire et je me suis adressé au président Alassane Ouattara pour essayer de me régler ces problèmes. Maintenant que vous êtes là, je vous transmets encore ces messages-là parce que j'ai écrit personnellement au président pour savoir si le projet est d'actualité et vraiment comment les choses vont se passer. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci. Voilà. Monsieur le ministre, vous avez 2 intervenants. On va vous permettre de réagir à ces 2. Ok. Voilà. Merci. Bon, est-ce que nous discutons avec les autres pays africains pour créer une compagnie multinationale à la dimension de Air Afrique? Oui, nous avons des discussions, mais pour nous, ce n'est pas ces discussions-là qui sont en avant. Et il s'agit d'abord d'asseoir notre propre compagnie et l'ambition que nous avons, c'est vraiment de faire de Air Côte d'Ivoire une grande compagnie qui non seulement va desservir l'ensemble des capitales et l'intérieur du pays, mais qui viendra par la suite à faire des vols long courriers. Et c'est dans cette optique-là que parce que nous voulons faire de la place d'Abidjan le hub aérien de l'Afrique de l'Ouest. On ne peut pas créer de hub si on n'a pas une grande compagnie. Et ce que les gens doivent noter, ce n'est pas le fait que Air Afrique était multinationale, que la compagnie n'a pas pu voir le jour. C'est parce que la gestion n'était pas bonne. Et là-dessus, nous sommes tous d'accord sur ce qui s'est passé. Et ce n'est pas du tout facile aujourd'hui de créer une compagnie nationale. Bon, toutes les initiatives qui ont été prises après la défunte Air Afrique ont échoué parce que justement, toutes les compagnies qui ont été créées ont été sous-capitalisées. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de la Côte d'Ivoire vient de prendre la décision de passer le capital de Air Côte d'Ivoire de 25 milliards à 65 milliards de francs CFA pour que la compagnie puisse disposer des moyens. L'objectif que nous avons,
c'est que Air Côte d'Ivoire, de la même manière, Emirates Air pour Dubaï, que Air Côte d'Ivoire soit pour Abidjan. Et cela demande une implication de l'État. Et c'est ce que nous allons faire. Air Afrique desservait environ 23 capitales africaines. Aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire est à 20. Avant la fin 2014, nous allons passer à 22. C'est dire que nous sommes sur la bonne voie pour assurer le remplacement de cette compagnie multinationale au niveau africain. Et qu'après ça, maintenant, il faut aller sur l'international. Mais aujourd'hui, on n'est pas prêt pour l'international parce qu'il faut aller pas à pas. En affaires, il faut commencer petit et faire l'expérience au fur et à mesure pour qu'effectivement on grandisse. Mais quand une affaire commence gras, chaque jour que Dieu fait, ça diminue pour disparaître. Donc, c'est cette option que nous avons choisie. Et tout en travaillant sur le plan multinational, nous prenons nous-mêmes nos responsabilités pour qu'on puisse vraiment doter sérieusement notre compagnie. Et comme je l'ai dit, je suis très content des résultats parce qu'en un temps record, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, Air Côte d'Ivoire est la meilleure compagnie aujourd'hui. La compagnie qui est aujourd'hui, on a plus de 70% de taux de remplissement, taux de remplissement de nos avions. Mais c'était impensable dès le départ au niveau de la création. Le tout, il s'agit de faire un travail rationnel et de faire en sorte qu'on puisse doter suffisamment notre compagnie pour que les différents enjeux que nous avons, on puisse vraiment les atteindre, les dépasser et réaliser les objectifs. En ce qui concerne les appels d'offres en ce qui concerne la réhabilitation des aérodromes de l'intérieur du pays, nous avons composé en 2 phases. Une première phase d'abord qui permet de mettre les infrastructures qu'il faut pour qu'on puisse mettre les aérodromes de l'intérieur aux normes pour qu'on puisse démarrer les vols de Air Côte d'Ivoire. Et ces appels d'offres-là sont déjà lancés, attribués et tout, donc vous ne pouvez pas participer à ces appels d'offres. Mais nous aurons une seconde phase qui viendra et qui va assurer le bitumage des aérodromes qui ne sont pas encore bitumés. En ce moment, l'appel d'offres sera lancé et il vous suffira de suivre au niveau de l'ambassade pour que, effectivement, lorsque les appels d'offres sont lancés, que vous soyez au courant. Parce que chaque mardi, il y a le journal des marchés qui sort et qui est publié aussi sur le site internet du ministère de l'économie et des finances et de la direction des marchés. Donc, aujourd'hui, vous avez tous les moyens pour vous informer et pour qu'il vraiment il n'y ait pas de problème. Donc, on est ouvert et c'est ce que nous souhaitons, que les Ivoiriens puissent participer à ces appels d'offres et que surtout les Ivoiriens puissent tisser des partenariats. Donc, regardez sur Internet, aujourd'hui, on a l'ensemble des projets au niveau du PND. Donc, regardez et puis en fonction de ça, voyez les partenaires avec lesquels vous pouvez tisser des relations pour les amener à participer avec vous à ces appels d'offres. Parce que ce que nous souhaitons, c'est que les Ivoiriens ne soient pas en dehors de la réalisation de ces grands projets que nous avons. Malheureusement, dans la plupart des cas, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Et nous comptons sérieusement sur la diaspora pour que vous puissiez vraiment vous impliquer à ce niveau-là. Bon, au niveau du train urbain, bon, on peut dire ce qu'on veut. Hein. D'abord, le coût du train urbain n'est pas un coût qui est faible, du tout, pas du tout. Mais si on voulait faire en métro, d'abord à Abidjan, vous savez comment ça se passe, que nous avons beaucoup d'eau au niveau d'Abidjan. Vous-même, vous venez de déplorer ces faits-là. Donc, si on devait faire un métro, ce n'est pas le coût auquel nous sommes aujourd'hui de 650 milliards de francs CFA, mais ce serait vraiment des coûts beaucoup plus élevés, nettement au-dessus même du double des investissements à faire. Bon, c'est la raison pour laquelle, avec tous les spécialistes au niveau mondial, nous avons travaillé pour qu'effectivement on puisse mettre ce qui est réalisable et qui va permettre dans de bonnes conditions d'assurer le transport des Ivoiriens. Quand vous me dites que ça n'existe dans aucun pays du monde, ça, ce n'est pas du tout. C'est vraiment des annonces, mais le train urbain existe bel et bien et le train urbain n'a rien à envier au métro.
seulement il n'est pas sous terre, il est visible, et il y a des quais modernes que nous allons mettre en place pour qu'effectivement on puisse changer de façon agréable l'environnement au niveau d'Abidjan. C'est très clair, c'est ce qui était vraiment à notre portée pour qu'effectivement on puisse faciliter le déplacement des Ivoiriens. Et c'est comme ça qu'il faut réaliser les projets aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire des projets morts-nés déjà à cause des coûts et qui ne pourront pas voir le jour, mais il s'agit d'avoir les pieds sur terre et de discuter et de mettre tous les spécialistes ensemble, tous ceux que nous avons qui ont une connaissance réelle dans ces domaines-là, et puis tous les experts auxquels on peut faire appel pour nous appuyer sur ces dossiers, pour qu'effectivement on puisse y arriver. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, à ce niveau-là, vraiment, on n'a aucun regret et on pense que les solutions que nous avons choisies, c'est vraiment la meilleure aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, compte tenu des moyens que nous avons et puis surtout de la disponibilité du secteur privé. Donc, si c'était en métro, on n'allait pas le programmer parce qu'on ne trouverait aucun opérateur aujourd'hui prêt à faire ces investissements-là parce que le retour de ces investissements serait beaucoup plus long et même, je dirais que presque impossible. Bon, au niveau de l'île Boulay, nous maintenons nos ambitions, mais comme j'ai dit, il y a une programmation qui est faite. Donc, c'est vrai que lorsque j'ai fait mon exposé, je n'ai pas parlé de ce programme ambitieux et très grand, bon, parce que pour nous, on a fait le choix de partir, parce que même si on avait fait les installations de l'île Boulay, il fallait que le pont qui doit permettre de relier à l'île Boulay soit fait pour que l'évacuation puisse se faire dans d'excellentes conditions. Ce pont-là n'étant pas fait, on était obligé de passer à des projets que nous avons jugés beaucoup plus prioritaires, tels que l'élargissement et l'approfondissement du canal de Bridi, pour qu'effectivement on puisse avoir des gros porteurs aujourd'hui qui peuvent permettre de réduire le coût du fret, donc de réduire les prix des marchandises au niveau des populations. Bon, parce que ce n'est caché à personne que nous avons aujourd'hui une politique de lutte contre la vie chère. Donc, pour nous, ce sont des actions qui sont très importantes. Donc, le projet est bel et bien un projet programmé. C'est vrai aussi que c'est le BNEF qui a déjà travaillé. Nous avons notre ambition, ce n'est même pas de nous arrêter au niveau de Dubaï, mais c'est de faire en sorte que Abidjan soit la Rotterdam d'Afrique. Et l'ambition reste et elle a sa place, mais il nous faut aller par ordre parce qu'on ne peut pas lancer tous ces projets-là au même moment et avec succès. Donc, les études sont en cours pour qu'effectivement, avant de lancer le projet, qu'on puisse faire un contour et le placer dans un environnement global qui permet une meilleure rentabilité de l'ensemble des installations portuaires que nous avons au niveau d'Abidjan. Bon, en ce qui concerne votre dédommagement, je crois que vous vous êtes trompé de porte parce que vous n'aurez pas dû partir directement chez le président de la République. S'il a nommé des ministres, c'est parce que pour que ces derniers puissent résoudre ces problèmes pratiques, pour que lui-même puisse consacrer son temps au développement pour que la Côte d'Ivoire soit émergente à l'horizon 2020. Donc, je suis prêt à recevoir votre dossier pour qu'on l'analyse et qu'on voit si vraiment le dédommagement ne s'est pas passé dans d'excellentes conditions. On pourra le programmer pour que effectivement vous soyez dédommagé par rapport aux règles en vigueur aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons passer aux deux autres auditeurs, mais nous avons Monsieur Germain Kwasi qui n'a pas pu poser sa deuxième question qui revient. Allez-y, cher confrère. Oui, Monsieur le ministre, tout à l'heure dans votre intervention, vous avez parlé de la somme de 5 000 milliards pour la réalisation de vos différents projets de votre ministère. Quelle est la garantie, Monsieur le ministre, que vous pouvez apporter aujourd'hui aux Ivoiriens que ces 5 000 milliards seront répartis, distribués quant à la réalisation de projets?
Ok. Voilà, merci bien, cher confrère. Nous allons le combiner avec un auditeur. Monsieur le ministre, ça vous va? Oui, parfaitement. Voilà, nous avons M. Kone qui nous appelle de l'État de Delaware. Bonsoir, M. Kone, vous avez Monsieur le ministre. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Monsieur le ministre, M. Gaussou Touré. Voilà, ma question rapidement, c'était en fait tous les investissements qui sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Est-ce que, Monsieur le ministre, vous êtes guidé par ce sentiment de faire bénéficier aux entreprises, aux PME ivoiriennes aussi, une partie de ces investissements-là? Parce qu'on a vu, par exemple, on n'a pas pu rentrer dans les secrets des dieux dans vos négociations avec Bouygues et Bolloré pour la concession au niveau du port. Est-ce que vous avez essayé de discuter avec ces multinationales-là, en tout cas, pour permettre aux entreprises ivoiriennes d'avoir quand même accès à certains marchés, en tout cas des petits marchés pour permettre aux Ivoiriens aussi de bénéficier de cette croissance-là, de ces milliards-là qui sont en train d'être investis en Côte d'Ivoire. Ok. Voilà, merci M. Kone. Voilà, Monsieur le ministre, vous avez donc deux intervenants. Ouais. Ok. Merci. Bon, la question qui est posée, je crois que j'avais un peu répondu à la question et on revient. Est-ce que 5 000 milliards, les montants sont trop élevés, ça fait rêver, est-ce que ce n'est pas la même chose que les éléphants? Bon, c'est la même question qui est posée. Je m'avais vous rassurer, c'est ce que je vous ai dit. C'est des projets qui sont programmés et c'est des projets qui vont être réalisés par le secteur privé. Et on a indiqué ceux avec lesquels les projets qui sont déjà conclus. On a déjà dit, il y a des projets où nous allons lancer les appels d'offres maintenant, mais avant de faire les appels d'offres, il faut tourner pour voir dans le secteur quels sont les meilleurs pour qu'on puisse les informer avant de lancer. Et ce voyage que moi j'ai fait aujourd'hui aux États-Unis va dans ce sens, parce qu'il s'agit de rencontrer tous ceux qui sont ici, qui peuvent participer aux appels d'offres pour les projets portuaires et aéroportuaires. C'est le but de notre mission. Et je me réjouis des différents contacts que nous avons pu prendre d'ici aux États-Unis et qui nous font penser aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'Américains qui vont participer aux différents appels d'offres que nous allons lancer. Bon, pour ces projets majeurs, ça me permet d'aboutir, de rebondir sur la question des PME. Faire participer les PME aux différents marchés, c'est ce que nous souhaitons et c'est ce que nous avons fait. Mais malheureusement, comme j'ai dit, ces grands projets-là, majeurs-là, sont des projets, comme vous-même vous l'avez vu, qui demandent des moyens colossaux et que les Ivoiriens n'ont pas aujourd'hui. Même s'il y a certains qui n'osent pas sortir pour qu'on ne puisse pas les connaître. Donc, il faut être réaliste. Et c'est vraiment les multinationales qui ont les moyens qui vont réaliser. Mais nous prenons soin pour que beaucoup de sous-traitances puissent être, tout ce qui peut être fait par les sociétés ivoiriennes sur place, que ça soit fait par les sociétés ivoiriennes. Bon, pour nous, réaliser ces projets et ne pas les réaliser, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que d'abord, au niveau de l'emploi, au niveau des travailleurs et de tous ceux qui travaillent sur ces chantiers-là, ça crée un nouveau dynamisme au niveau de l'économie. Mais c'est clair que le souci que le gouvernement a, c'est de faire en sorte que nous ayons des PME performantes qui puissent vraiment participer aux différents appels d'offres. Et je relance mon appel à la diaspora. Vous qui êtes ici, aux États-Unis, vous devez prendre contact avec des entreprises qui sont capables de réaliser les projets inscrits au PMD. Vous avez la possibilité de rentrer sur Internet pour regarder, voir les projets qui peuvent vous intéresser et faire des partenariats. Et même pour le développement du transport lagunaire. Je me réjouis que les sociétés qui ont été sélectionnées, c'est 2 opérateurs ivoiriens qui ont pris contact avec les meilleures sociétés d'exploitation du transport lagunaire. Et donc, qui sont majoritaires dans les sociétés qui sont créées. Et c'est avec joie que nous avons constaté. Et on est prêt à appuyer les Ivoiriens dans ce sens, pour qu'effectivement, les Ivoiriens puissent prendre une part active. Bon, même s'ils ne sont pas majoritaires, avec une minorité déjà, c'est une présence qui
qui est réconfortante pour l'ensemble du gouvernement. C'est clair que pour nous, la promotion des PME est importante, d'autant plus que le socle de la politique du président Alassane Ouattara aujourd'hui, il s'agit de faire en sorte que le développement qui repose aujourd'hui sur le secteur privé, que nous voyons une éclosion du secteur privé ivoirien. Ça, c'est vraiment le rôle de chaque État. Et je pense que c'est des données très claires et qui préoccupent le président de la République, mais on ne peut pas, si les Ivoiriens ne s'intéressent pas aux affaires, on ne peut pas non plus les attacher pour qu'ils participent aux différents projets et programmes. Mais c'est clair que l'État fera tout ce qui est à son possible pour que le maximum d'Ivoiriens puissent participer à ces projets. Voilà, merci bien, Monsieur le ministre. Je pense que votre message est entendu, mais je voudrais réagir à ce niveau avant de passer donc au prochain auditeur. C'est que nous n'avons pas, au niveau de la diaspora en tout cas, de réelles informations, Monsieur le ministre. Et je peux vous donner un exemple. Depuis que les Ivoiriens de l'étranger ont appris avec joie la mise en place d'un ministère des Ivoiriens de l'étranger, nous n'avons pas encore reçu par exemple, une visite de M. le ministre dans une diaspora aussi importante qu'est la diaspora des États-Unis. Donc, nous souhaiterions, à ce niveau-là, qu'un message réel, une politique réelle soit mise en place pour créer ce cordon de transmission entre, n'est-ce pas, le gouvernement et la diaspora à travers donc ce ministère. C'est un peu ce que je veux dire à ce niveau. Si vous voulez réagir, il n'y a pas de problème avant que je prenne. Ah si, je vais réagir pour défendre mon collègue. Non, il faut que vous compreniez. Je suis totalement d'accord avec vous qu'il aurait pu faire le déplacement chez vous ici et il l'a fait. Bon, vous avez vu tous les déplacements que le président de la République a pu effectuer dans les différents pays, dans les différents forums, et tout ce qu'il y a en tant que président de la CEDEAO, bon, c'est des actions qui ont pris vraiment une bonne part du travail du ministre chargé des Ivoiriens de l'étranger. Mais ce n'est que partie remise, je vous dis qu'il viendra, mais avant qu'il ne vienne, vous avez la possibilité de rentrer sur Internet, de regarder les projets que nous avons, de voir et de vous informer. Aujourd'hui, nous avons un portail. Tous les ministères aujourd'hui, à leur niveau, ont des sites où vous avez toutes les informations. Donc, c'est à vous de faire cet effort. Le ministre, quelle que soit sa capacité, il ne pourra pas toucher l'ensemble des Ivoiriens de l'étranger. Vous expliquer l'ensemble des projets et tout ça. Bon, c'est pour cela que je me réjouis du contact que la radio me permet aujourd'hui. Bon, parce que physiquement, je n'ai pas eu le temps de m'adresser à la communauté pour qu'effectivement on puisse échanger. Mais cette radio me donne vraiment cette opportunité et je vous salue, je vous honore et je vous remercie pour cette action. Mais ne croisons pas les bras, changeons pour que maintenant on ait un nouveau Ivoirien qui se bat et qui travaille et qui participe à tout. Vous avez votre place, vous les Ivoiriens de la diaspora. D'accord, merci Monsieur le ministre. Voilà, amis auditeurs, vous avez bien compris, vous êtes bien sur votre radio, Ivoire Info USA, la voix de la diaspora ivoirienne et des amis de la Côte d'Ivoire. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Touré Gaussou, qui est le ministre ivoirien des Transports. Alors, depuis bientôt 1h30, il échange donc avec cette diaspora. Nous allons vous permettre encore de continuer avec quelques questions. Et je voudrais rappeler à tous ceux qui sont nouveaux, sur notre antenne, d'appuyer sur la touche 5, suivi du signe étoile, et nous allons leur permettre d'échanger avec leur ministre. Voilà. Sur ce, nous allons retourner à New York. Nous avons un numéro qui commence par 718, les 4 derniers chiffres 2448. Bonsoir, monsieur, madame. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bonsoir, monsieur Demandé. C'est monsieur Kader Keita, New York. Voilà. Allez-y, monsieur Kader Keita, vous avez le ministre. Ok. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Kader. Okay. Je voudrais en profiter de l'occasion de l'autre qui venait de passer sur les premiers et les Ivoiriens qui veulent
plus précisément dans le cas des nouveaux entreprises qui arrivent. Les grands marchés à coût trop élevé ne seront pas quand même trop à la portée des nouvelles entreprises, comme vous l'avez dit, mais les marchés de reconstruction et réhabilitation des écoles et autres, moi je pense qu'ils devraient être obligatoirement mis peut-être à la disposition des PMI pour leur permettre au moins de recouvrir à des taxes obligatoires de l'année. Parce qu'une nouvelle entreprise SAR aujourd'hui en Côte d'Ivoire a une patente de 400 000 à payer par an et l'autre a un impôt de 500 000 obligatoire, que ce soit que tu travailles ou pas. Et avant où tu ne travailles pas, tu faisais des déclarations pour pouvoir l'annuler, mais on dit cette fois-ci, c'est obligatoire. Donc, 1 an, 2 ans en train de payer 900 000 sans compter le personnel que vous avez mis en place et ne pas avoir un seul marché, je pense que tu ne pourras pas aller loin. Donc, c'est pas quelles seront les dispositions pour ça. Quoi. Voilà, merci. Soyez un peu court pour votre question, s'il vous plaît. Merci. Ouais, j'en ai fini, merci. Voilà, nous allons permettre à M. Gabriel, qui nous appelle de l'État de Mississippi. Voilà, allez-y, M. Gabriel. Bonsoir, Monsieur le ministre, bonne arrivée. Et je m'appelle Gabriel Diabaté, j'ai bien écouté tout ce que vous avez dit, c'est des projets que vraiment on se voit dedans, mais je veux dire quelque chose comme ceux qui viennent de passer. Moi, je suis allé en Côte d'Ivoire avec des investisseurs. On a eu des contacts du ministre qui nous a donné un rendez-vous. Nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire. Par mesure de prudence, j'ai demandé à mes partenaires, attendez que je rentre avant vous parce que c'est la Côte d'Ivoire, c'est en Afrique. Je vais en Côte d'Ivoire, presque chaque 2 jours, je vais au ministère. On m'a donné le rendez-vous confirmé. Mes amis, mes partenaires sont arrivés en Côte d'Ivoire. Ils sont restés 15 jours. On payait l'hôtel 180 000 francs CFA par jour. Le jour, on devait voir le ministre. La secrétaire du ministre m'appelle pour dire que le ministre a eu un empêchement. Je vais à l'hôtel Pullman le soir, je vais trouver le même ministre en train de discuter avec des personnes là-bas. Donc, est-ce que le gouvernement en place aujourd'hui met le tapis rouge pour les investisseurs qui viennent de l'extérieur, mais lorsqu'il s'agit des Ivoiriens, il est très difficile de discuter avec une secrétaire dans vos ministères, à plus forte raison les ministres. Donc voilà, j'attire votre attention. Essayez de demander au président, de vraiment demander au gouvernement, à ses ministres, d'aider la diaspora d'une autre manière. Sinon, on ne pourra pas aller en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai fait ces frais, donc je le sais. Donc voilà un peu, c'est tout ce que je voudrais dire. Merci. Merci, monsieur Gabriel. Monsieur le ministre, nous sommes à une demi-heure de la fin. Je voudrais, avec votre permission, ajouter un troisième intervenant. Allez-y. Merci. Allez-y. Voilà, nous allons dans l'état de de Philadelphie. Nous avons M. Zwandé Darus, qui est également responsable politique, président RHDP au niveau des États-Unis. Bonsoir, M. Zwandé, vous avez M. le ministre. Bonsoir, M. Diem. Bonsoir, M. le ministre, et bienvenue aux États-Unis. Merci. Je suis M. Zwandé Sigui Darus, délégué président de UDPC USA, en même temps président de RADP USA. Je voudrais de passage donc dire grand merci aux fondateurs de la radio Ivoire Info USA, notamment M. Nabo Clément et M. Diem, qui nous ont permis ce soir-là, depuis d'abord hier, d'être en contact avec vous. C'est vraiment une bonne chose. Alors ma question pour vous ce soir est très préoccupante. Dans le domaine du transport terrestre. Parce que les agents routiers ne font pas correctement leur travail en Côte d'Ivoire, monsieur le ministre. Sauver des vies humaines, c'est la préoccupation de tout un chacun. Mais quand vous voyagez à l'intérieur du pays, en Côte d'Ivoire, c'est du vrai calvaire. Le car qui vous transporte est surchargé, certains s'asseyent même sur le tabouret et d'autres même sur les bagages. Mais encore chose grave, je dis bien chose grave, quand vous arrivez donc à un poste de police ou de la gendarmerie, alors l'agent qui rentre dans le car demande donc les pièces d'identité. Mais pendant ce temps, le chauffeur ou l'apprenti va donc voir le chef qui est assis dans tout peinard là-bas, et puis bon, mais il sait lui donner quelques jetons. Et alors, l'agent qui demande donc les pièces d'identité, bon, pour celui qui n'a pas, descend avec lui
Et bon, le pauvre, il s'en va aussi voir le même patron qui est assis là-bas. Oui, monsieur Zondé, oui. Voilà, s'il vous plaît, voilà, allez-y concrètement, si vous pouvez mettre un peu peut-être les petits commentaires de côté pour qu'on puisse avoir le maximum. Posez votre question. Exactement. Bon, maintenant, ma question, sinon ma préoccupation est de savoir qu'est-ce qu'aujourd'hui le ministère du Transport, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, font concrètement pour endiguer ce mal. Parce que sauver des vies humaines aujourd'hui est une préoccupation majeure pour tous les Ivoiriens et à tous ceux qui aspirent à la paix en Côte d'Ivoire. Une voiture qui n'est même pas assurée, un cas de transport qui n'est pas assuré, parce que bon, mais ça ne sert à rien d'assurer le cas. Toutefois, bon, mais il suffit de donner quelques jetons qu'on appelle à l'agent, et puis qu'on appelle les vies techniques, on n'en parle même pas, parce que là, bon, c'est la même chose. Qu'est-ce que monsieur le ministre du Transport peut nous dire concrètement, peut nous aider dans ce sens? Merci beaucoup. Voilà. Merci, je pense que votre point est fait. Merci bien. Voilà. Monsieur le ministre, c'est un peu difficile de français, mais bon, vous avez trois de vos concitoyens. Voilà, allez-y. Ok, merci. Bon, en ce qui concerne les marchés pour les PME, c'est ce que je dis. Effectivement, les grands projets structurants que nous avons, où il faut des moyens colossaux, c'est vrai que c'est difficile. À part les partenariats, il n'y a pas d'autres possibilités pour les Ivoiriens de l'étranger de pouvoir s'insérer dans ces projets-là. Et je vous invite encore vraiment à tisser les meilleurs partenariats. Bon, c'est vrai que mon frère Gabriel Diabaté a eu une mauvaise expérience. Bon, ça me surprend parce que tous les ministres aujourd'hui passent les 2/3 de leur temps à recevoir les investisseurs. Et on est heureux de recevoir surtout nos frères qui viennent avec des investisseurs pour présenter les projets et voir ce qu'il y a. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a parmi vous, il y a des gens aussi qui arrivent et vraiment et qui font perdre le temps au ministre parce que bon, le projet est mal ficelé, rien n'est fait. Bon, c'est vraiment une perte de temps pour le ministre que de voir ce qu'il y a parce que l'opérateur lui-même ne sait rien dans l'affaire qu'il veut faire, ainsi de suite. Bon, or, aujourd'hui, compte tenu du travail que nous avons à faire, si on doit perdre encore beaucoup plus de temps, donc j'invite vraiment nos frères, lorsqu'ils doivent venir, à bien ficeler les projets, à bien les étudier, à bien regarder, à les comprendre pour qu'effectivement ils puissent le faire. Sinon, vraiment, je suis désolé pour ce qui lui est arrivé, mais ce n'est vraiment pas la norme. Tous les ministres aujourd'hui vraiment mettent tout en œuvre pour qu'on puisse donner le meilleure satisfaction aux investisseurs. Et on est d'autant plus heureux lorsque ces investisseurs-là viennent avec des frais pour pouvoir réaliser ces différents projets. Ça, en ce qui nous concerne, en tout cas au niveau du ministère du Transport, c'est avec joie que nous efforçons. Bon, même lorsque le ministre lui-même n'est pas disponible, ces spécialistes sont là pour combler ces vides pour qu'effectivement on ne puisse pas faire perdre du temps à ceux qui arrivent et qui veulent investir. Pour nous, c'est vraiment important. Les échos que nous avons, d'une manière générale, parce qu'il y a des sondages que nous faisons au niveau de l'ensemble du gouvernement. Bon, aujourd'hui, vraiment, les gens pensent que les ministres fournissent beaucoup plus d'efforts que par le passé et qu'on a un gouvernement aujourd'hui où on marche vraiment au rythme du secteur privé et même au-delà même du secteur privé. Donc, c'est dit qu'on est vraiment à leur disposition pour qu'effectivement les choses se passent. Bon, c'est malheureux ce qu'il a eu, mais il ne faut pas qu'il se décourage et qu'il continue à travailler, il aura gain de cause. Bon, c'est important aussi, puisqu'on dit qu'il y a des manques d'informations. Il y a le journal des marchés qui sort tous les mardis, et puis vous avez ça sur Internet, donc vous avez vraiment la possibilité de vous informer pour voir, parce que là, il y a des détails, il y a tout, il y a les grands projets, mais il y a les petits projets que vous avez dit et qui sont réservés aux PME. Par exemple, la construction des écoles, la réhabilitation des écoles, les travaux qui vraiment sont vraiment à faire par les nationaux et les PME installés en Côte d'Ivoire. Je pense que
c'est le journal qui permet vraiment de l'avoir. Et je reviens sur cette information pour que vraiment nos frères puissent le faire. Bon, M. Zondé trouve que nos cas sont surchargés, nos agents ne font pas, le racket bat toujours son plein. Bon, mais nous, on est parfaitement d'accord avec lui. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous modernisons complètement le secteur des transports et nous allons aller plus loin avec une utilisation très poussée des nouvelles technologies de l'information. Parce que tant que nous n'aurons pas à avoir le contrôle en main, il n'y a aucun problème. Les gens vont toujours continuer à racketter. Mais même les centres de permis, les trucs et tout, ça va changer. Parce qu'on aura des caméras qui vont suivre les agents. Bon, même l'autoroute, ce que nous sommes en train de faire, on va balayer l'autoroute d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro. Donc, on verra tout ce qui se passe et tout sera également filmé pour que, effectivement, les agents indélicats qui se livrent à cet état-là, qu'on puisse le voir. Et les cars qui sont surchargés aujourd'hui, qui n'ont même pas de police d'assurance et tout ça, qui n'ont pas de visite technique. Mais tout ça là va disparaître parce qu'aujourd'hui, avec la réforme, on va automatiser la visite technique. Donc, dès qu'un camion rentre directement pour la visite, il sera enregistré au niveau du ministère et on va le suivre jusqu'à ce qu'on finisse et c'est le ministère qui va donner l'accord final pour la visite, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y a des changements énormes qui vont avoir qui sont en train d'être faits au niveau de l'ensemble des secteurs pour qu'effectivement on puisse avoir une lutte sans merci contre le racket. Bon, il ne faut pas se réjouir des travaux parce qu'au moment où nous on venait, quand on quittait par exemple au Guinée, que je connais bien, pour aller à Abidjan, on payait 750 000 francs de frais. Mais aujourd'hui, les gens payent combien? Zéro. À peine 15 000 francs pour les documents qu'il faut faire. Sinon, on passe, on y va. Mais quand on voulait le mettre en place, tout le monde disait que ce n'est pas possible. Parce qu'on disait que les agents qui sont sur place, c'est vraiment les gens des forces nouvelles, c'est eux qui ont installé le gouvernement qui est là. Ils prennent de l'argent, ce qu'ils gagnent, le gouvernement ne pourra pas payer, donc c'est impossible. On va partir, mais ils sont partis. Grâce à la volonté du gouvernement et ce qui a été fait sur le Premier ministre Soro Guillaume. Ça, c'est des actions concrètes qui ont été poussées où le Premier ministre, avec les ministres, tout le monde était sur les voies pour pouvoir lever les barrages qu'on avait. Et on va continuer. Et ce qui fait que la Côte d'Ivoire, qui occupait la dernière place au niveau de la CEDEAO pour les problèmes des raquettes et autres, bon, aujourd'hui, on était à la deuxième place. On a quitté la dernière place pour être placé deuxième. Mais on va continuer à travailler parce qu'on sait qu'il y a encore des problèmes pour qu'on puisse résoudre ces problèmes. D'accord. Merci, M. le ministre. Si vous êtes satisfait de la réponse, je n'ai pas de problème, mais je reconnais que nous avons encore des problèmes, mais c'est le but de la réforme que nous sommes en train de mettre en route pour qu'effectivement tous ces vilains mots-là puissent disparaître pour un transport moderne et un transport respectueux des droits des citoyens. D'accord. Merci bien, M. le ministre. Vous nous avez donné 2 heures, donc nous sommes en train de courir contre la montre. Alors, oui. Nous allons aller... Je pourrais être indulgent si nous avons encore des candidats, parce que je me rends compte qu'il y a vraiment des questions et que vous voulez vraiment être informé. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Oui, monsieur le ministre, c'est pas courant. Lorsque nous avons une autorité comme vous qui venez, disons, du gouvernement, vous qui êtes membre du gouvernement, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous voulons avoir des informations, des vraies informations, parce que il y a beaucoup de choses qui se disent. Les Ivoiriens vont à Abidjan, certains viennent en disant que le tableau qui est peint est tout en noir, et donc ça nous fait plaisir d'avoir quelqu'un du gouvernement pour donner ces informations. Voilà pourquoi nous voulons quand même que vous passiez un peu de temps avec nous. Voilà. Merci. D'accord, oui, merci M. Nabo. Voilà, Monsieur le ministre, nous allons aller maintenant dans l'État du New Jersey. Nous avons M. Alfred. Bonsoir M. Alfred, vous êtes le premier sur la liste. Allez-y, vous avez M. le ministre.
Michel Alfred, vous êtes là? Bon, je pense que Michel Alfred ne nous attend pas. Vous m'entendez? Voilà. Oui, nous vous attendons, allez-y. Bon, écoute, je demande merci. Merci à M. Nambo, merci à M. le ministre d'être venu à nos questions. Effectivement, j'ai 2 questions, finalement, à vous poser. La toute première question est de savoir, est-ce qu'il y a une vérification qui est faite au niveau des constructions des routes? On se rend compte que lorsqu'il y a les inondations, on voit l'épaisseur des goudrons qui ont été construites sur nos routes-là, sont pratiquement très, pas épais, mais très fines. Or, pourtant, lorsque les gens font les études de viabilité et le budget, on nous charge à l'État de Côte d'Ivoire des sommes de colossales. Et lorsqu'on se rend compte qu'il y a encore d'une inondation, le goudron est parti, carrément. Alors, on se dit finalement, où est parti cet argent-là? Et pourquoi est-ce qu'il y a une vérification qui est effectivement faite sur le terrain par le ministre du Transport ou même le ministre de la Construction pour effectivement savoir si effectivement les ingénieurs dans ces routes-là font effectivement le travail donné? Et comme je l'ai dit tantôt là, on se rend compte que rien n'est fait. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, on se rend compte depuis jusqu'à maintenant qu'on a eu à Yamoussoukro, qu'il y a une école qui a formé des ingénieurs en travaux publics. Est-ce que quand est-ce que l'État d'Ivoirien de Côte d'Ivoire prend en compte ces ingénieurs-là, à qui on leur donne du boulot, pour prendre en compte tous les routes qui sont mises en chantier en Côte d'Ivoire? On fait tendance à l'appel à l'extérieur. Pourtant, on a des ingénieurs en TP qui sont là, qui n'ont besoin que des investissements, qu'on leur donne du matériel, et ils vont s'occuper de tel département ou tel département, au lieu qu'on court encore derrière des blancs, qui vont surfacturer, et lorsqu'il y a une inondation, on trouve que les goudrons s'érasent totalement, on se pose compte où est parti cet argent d'État. Pourtant, c'est l'argent des contribuables. Il faudrait qu'on rembourse cet argent-là, monsieur le ministre. Et quel commentaire vous faites à cela? Je vous remercie. Merci à Michel Alfred. Voilà. Monsieur le ministre, nous allons monter dans l'État de New York. Monsieur Kabalamine, vous avez le ministre. Bonsoir.